et d'assurer justement sa motilité et également son rendu à domicile. Et c'est moins le plus souvent, quand vous le faites dans la prise en charge thérapeutique, ça marche au mieux. Dans les 3 semaines, en fait, vous faites la régression de la corticothérapie et puis vous mettez vos immunosuppresseurs et vous contrôlez régulièrement, en fait, tous les 2 à 3 mois, les bilans métaboliques, en fait, pour voir par rapport aux médicaments s'il n'y a pas d'effet secondaire, en fait, sur le plan hématologique, mais également sur le plan rénal et hépatique aussi. Donc, dans la dermatomyosite aussi de l'enfant, il faut retenir que les manifestations cliniques sont polymorphes, mais c'est surtout la fréquence des calcinoses thermiques qu'on ne voit pas fréquemment chez l'adulte, mais aussi les atteintes digestives en fait. L'enfant fait des RGO, il peut faire également des pneumopathies d'inhalation, c'est ça qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn, et les complications iatrogènes, c'est surtout les complications thérapeutiques en fait, qui sont liées à la corticothérapie chez l'enfant, qui sont liées à l'utilisation des immunosuppresseurs chez l'enfant, notamment les risques infectieux et la tuberculose en particulier dans nos régions, et aussi les atteintes viscérales qui viennent aussi aggraver ce pronostic-là chez quelqu'un qui est vraiment en âge de grandir et qui a l'avenir vraiment devant lui. Et c'est ça les gens, surtout dans les maladies systémiques, quand vous les avez chez l'enfant, c'est des gens qui n'ont pas encore fait en fait la moitié de leur vie en fait et qui ont de l'avenir justement. Et dans la prise en charge thérapeutique, nous, il faut qu'on se focalise justement sur ça, améliorer surtout leur qualité de vie, permettre à l'enfant de pouvoir vivre mieux en famille, sur le plan de la société et d'avoir également une bonne scolarité. Et tout cela, ça passe par le contrôle en fait de sa maladie chronique. Ici, on ne parle pas de guérison. Notre objectif, c'est de contrôler la maladie en fait chronique auto-immune. Et donc, ça permet justement à l'enfant de pouvoir grandir harmonieusement comme tous les autres enfants et d'avoir également un avenir assez radieux comme tous les autres enfants. Donc, c'est les 2 enseignements que je devais faire par rapport à l'enseignement de dermatopédiatrie. Maintenant, je vais vous laisser la parole. En fait, si vous avez des questions, je vais répondre volontiers. Il y a Dr Edwige qui lève la main. Dr Edwige. Vous pouvez parler, hein, c'est à séance ouverte. Oui, professeur, pour la présentation. Moi, j'avais une préoccupation en ce qui concerne la sclérodermie. Oui. Dans le cas où on a des lésions, on a des lésions cutanées qui sont au niveau de la face qui sont au niveau de la face, puisque ces lésions, tout comme les lésions du lupus, sont des lésions photosensibles. Si on est dans un contexte où on ne peut pas faire la preuve biologique ou bien histologique des lésions, comment est-ce qu'on pourra faire la preuve cliniquement si on a des lésions au niveau de la face qui ne sont pas typiques, ni qui ne sont pas les lésions typiques du lupus, ni les lésions typiques de la sclérodermie, mais qui sont localisées au niveau de la face, qui sont tous 2 photosensibles. Comment on pourra faire la part des choses entre une lésion qui est lupique et une lésion qui est due à la sclérodermie? Normalement, en fait, dans la médecine, c'est ce qu'on appelle l'évidence base médecine. Actuellement, c'est la médecine qui est basée sur des preuves scientifiques. Et il n'est pas concevable normalement de mettre, par exemple, un enfant sur corticothérapie au long cours alors que vous n'avez pas d'argument diagnostique. D'accord? Sur le plan éthique, en fait, ça pose actuellement problème, en fait. Au début, ici, en Afrique, les gens, ils se focalisaient sur le fait qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir traiter les gens comme ça. Des fois, tu vois même pour la tuberculose, on dit oui, c'est un traitement etc. Alors que la tuberculose, c'est une maladie infectieuse. Donc, il faut quand même un faisceau d'arguments. Parfois, on sait que le rendement est faible, mais il faut un faisceau d'arguments. D'autant plus qu'ici, vous mettez une corticothérapie chez l'enfant
qui a des effets quand même délétères, qui ne sont pas négligeables, et vous allez mettre des immunosuppresseurs qui sont chers, les parents vont investir sur ça, et vous n'avez pas en fait un diagnostic précis. Maintenant, c'est pourquoi on a mis en route en fait des critères diagnostiques en fait dans le lupus, dans la sclérodermie, mais aussi dans la dermatomyosite en fait. Les critères qu'on utilise le plus souvent, c'est les critères ACR-ELAR parce que c'est des critères qui ont évolué et c'est applicable aussi chez l'enfant. Et ces critères dans le lupus, ça tient compte des manifestations cutanées mais aussi des atteintes viscérales. Et sur le plan dermatologique, quand vous voyez ces critères aussi, il y a les manifestations cliniques, mais aussi il y a la biopsie cutanée qu'on peut faire. Quand vous faites la biopsie cutanée, normalement, la biopsie, en tout cas nous au Sénégal ici, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Sénégal, la biopsie cutanée aussi est accessible. Il y a beaucoup de centres qui le font. Et même à l'université Cheikh Anta Diop, il y a un service de dermatopathologie en fait. Donc, même si c'est une lésion au niveau du visage, on peut faire une biopsie. Et la biopsie va être couplée à l'immunofluorescence directe. Si c'est un lupus, en fait, vous avez la bande lupique. Si ce n'est pas un lupus, vous n'avez pas la bande lupique, en fait. Et en plus de ça, vous avez des anticorps au niveau du sérum. Parce que dans le lupus, vous avez les anticorps anti-SM, etc. Donc, c'est tous ces arguments-là qui vont vous orienter vers un lupus ou bien une dermatomyosite ou bien une sclérodermie, en fait. Parce que quand vous avez, par exemple, une dermatomyosite, le lupus, ça ne donne pas des atteintes musculaires. Maintenant, il n'y a pas de frontière entre les deux parce que c'est deux maladies qui peuvent être associées. À partir du moment où ils peuvent être associés, vous pouvez avoir des signes d'emprunt, un malade qui a des signes cutanés de lupus et en même temps des signes cutanés de dermatomyosite, en fait. C'est tout à fait possible. Donc là, on ne s'inquiète pas trop sur le fait que, par exemple, il y a une seule lésion érythémateuse et que ça peut être un lupus ou une dermatomyosite. À partir du moment où on est dans un contexte d'auto-immunité, avec quand même les anticorps qui sont positifs pour la dermatomyosite, les anticorps qui sont positifs pour le lupus, on est en droit de pouvoir traiter le malade, en fait. Donc, sur le plan lésionnel, nous, en tout cas en dermatologie, on n'a pas le plus souvent ce problème-là. Parce que c'est une question aussi d'habitude d'avoir la peau noire. Moi, je suis spécialiste en maladies systémiques et j'ai quand même de l'expérience pendant longtemps sur ça. Je ne me suis jamais posé des questions, est-ce que c'est un lupus ou une dermatomyosite sur le plan lésionnel cutané. Le malade, dès que tu le vois, tu sais que ça, c'est des signes de dermatomyosite, en fait, parce que c'est des signes quand même qui sont pathognomoniques, en fait. Dans le lupus, tu as l'érythème en vespertilio et puis les lésions sont réversibles, en fait. La photosensibilité, c'est classique, en fait, dans le lupus et la dermatomyosite. Ils ont ça en commun. Mais dans le lupus, vous n'avez pas d'atteinte musculaire. Mais l'un dans l'autre, dans ces connectivités-là, le plus souvent, quand même, on a des arguments cliniques pour différencier les deux. Je n'ai jamais eu de problème à pouvoir différencier, par exemple, des lésions lupiques de l'enfant et des lésions de dermatomyosite, en pratique, en fait. Mais dans l'enseignement, on sépare les deux sur le plan didactique pour que vous compreniez mieux, en fait. Mais cliniquement, quand on voit le malade, on sait différencier les deux manifestations, en fait. Ce qui peut poser problème, c'est quand vous avez un enfant qui a juste des polyarthrites inflammatoires chroniques comme seule manifestation inaugurale de son lupus, par exemple. Ce qui peut donner des atteintes articulaires inflammatoires chez l'enfant. Vous avez une panoplie de maladies, en fait, chez l'enfant. À part les arthrites réactionnelles, inflammatoires, même d'origine infectieuse et autres, vous avez une panoplie. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile, en fait. Parce que vous allez faire une panoplie de bilan pour essayer de voir est-ce que c'est des maladies, une polyarthrite auto-immune ou bien c'est lié à autre chose, en fait. Mais ici, dans les connectivites, le plus souvent, vous avez des signes cutanés qui sont, en fait, pathognomoniques de l'affection. C'est seulement dans les vascularites que vous avez des problèmes à différencier une vascularite lupique et une vascularite dans la dermatomyosite. Parce que c'est des ulcérations et les ulcérations peuvent être liées à beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est des signes non spécifiques. Quand vous avez un purpura, n'importe quelle maladie peut donner des purpuras, en fait. Mais un érythème en vespertilio, il n'y a que le lupus qui le donne. Les papules de Gottron aussi, il n'y a que le lupus qui le donne, en fait.
D'accord? C'est juste ça. Mais après, vous inquiétez pas. Le plus souvent, en pratique, on fait le diagnostic.